À Rome, la théorie des catastrophes, telle qu'elle apparaît en filigrane dans les récits des stoïciens, s'inscrit donc dans un schéma dynamique complexe, associant création, conservation et destruction. En ceci, on pourrait utilement rapprocher le schéma romain d'un autre schéma indo-européen, hindou, celui-là, que nous avons déjà évoqué à propos de l'Énéide. Dans la métaphysique et la mythologie de l'Inde, la triade Brahma, le créateur, Vishnu, le garant de la conservation du monde, celui qui fait que le monde dure, et Shiva, le destructeur, métaphorise les trois instances à partir desquelles se crée le cosmos, et s'organise le vivant. Les Romains, toujours prompts à décrire le monde en termes de mimésis et de correspondance, ne se sont pas limités à des modélisations théoriques, et à des spéculations philosophiques sur ce sujet. Ils sont persuadés que l'histoire de Rome est l'incarnation, l'hypostase de ce schéma. Il est vrai aussi, et nous y reviendrons que, comme le dit Dumézil, les Romains pensent historiquement là où les Hindous pensent métaphysiquement, ils pensent nationalement et les Indiens cosmiquement. Nous en verrions une preuve supplémentaire, à propos de la théorie des catastrophes. On repérera aisément cette propension à illustrer la théorie par l'histoire, dans les évocations du processus de la création. Pour Virgile, dans l'Énéide, Énée, le fondateur, coïncide avec le principe même de la création. Le courant créateur est alors une sorte de flux souterrain, qui émerge sur Terre par moments, et s'incarne dans l'action des grands hommes, exactement à la façon dont une rivière souterraine peut avoir des résurgences. On comprend mieux alors pourquoi Auguste tenait, dans la liste de ses épiclèses, au titre de second Romulus. Dans ce courant de la création, il était un des héros fondateurs, il était relié au premier fondateur par cette centralité souterraine. Bien sûr, les préoccupations de propagande ne sont pas absentes de cette thématique, mais elles reposent aussi sur un socle idéologique solide, et bien compris des Romains. De surcroît, le héros fondateur a aussi pour mission de faire que le monde dure, que ce qu'il a créé puisse se développer. Augustus est de la même racine que Augère, croître. À travers son épiclèse d'Augustus, l'empereur est celui qui fait croître la cité. Dans le Procestio, Cicéron écrit, Principe, conditor et conservatores civitatis, les dirigeants, garants de la fondation et de la conservation de la cité, et dans De Republica, le célèbre passage du songe de Scipion fait allusion à la vocation à fonder de nouvelles cités, ou garantir la conservation de celles qui ont déjà été fondées. Le principe fondateur et celui d'homéostasie, de régulation du système sont bien associés dans un processus complexe, et attribués à l'action d'un même personnage, le grand homme qui fonde et incarne les valeurs de la République. Mais comment attribuer un rôle fécond à la destruction, comment la faire participer à la régénération de l'ensemble? Virgile nous avait bien montré, à travers la figure de Junon, et plus généralement à travers les personnages hostiles à Énée, que cette opposition finissait par servir le héros, dans la mesure où elle lui opposait une résistance stimulante. L'obstacle joue alors le rôle d'une épreuve qualifiante, et s'inscrit comme une étape dans le parcours initiatique. Toutefois, personne n'est allé si loin dans ce sens que Lucain, dans la Pharsale. La Pharsale est beaucoup moins connue que l'Énéide ou le Satyricon. C'est injuste pour Lucain, ce jeune météore de la poésie, ce Rimbaud latin, qui fut, avec Néron, effrayant condisciple, l'élève de son oncle Sénèque, et mourut à 26 ans, entré dans la conjuration de Pison, il fut dénoncé, et contraint de se tuer. La Pharsale est donc écrite au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, sous le règne de Néron. L'ambiance historique a alors quelque chose de crépusculaire, on n'en est plus à la sublimation de la fondation, comme un demi-siècle plus tôt, du temps d'Auguste et de Virgile. D'ailleurs, le genre de l'épopée s'est profondément modifié en conséquence de l'évolution du Zeitgeist. On ne peut plus écrire une épopée aux portes de la légende, un récit comme l'Énéide. Pétrone, lui, change carrément de genre, et nous donne le premier roman de l'histoire littéraire, le Satyricon, récit problématique, mettant en scène des anti-héros. Lucain, lui, choisit d'écrire une épopée historique qui raconte une fin, et non plus une émergence, un crépuscule, et non plus une aurore. La Pharsale est le récit de la guerre civile, c'est d'ailleurs le sous-titre de l'épopée de Lucain, qui à la fin de la République, oppose Caton, Pompée et César. La guerre civile, ultime chaos, catastrophe terminale qui voit l'écroulement des forces vives de la République romaine.
mais le coup de génie de Lucain est d'avoir campé trois personnages, qui sont les protagonistes à travers lesquels se joue le drame historique, et le processus de la catastrophe qui anéantit la République. On sait que les stoïciens distinguaient trois degrés ontologiques, en bas, l'ignorant, qui est dans l'obscurité et l'aveuglement, au milieu, celui qui est sur la voie, le proficien, et en haut, dans la lumière et la sérénité, le sage. À partir de ce schéma, dans la Pharsale, il n'y a plus un héros, comme dans l'Énéide, où Énée cumulait sur sa personne les trois fonctions indo-européennes, prêtre-roi, commandant militaire, pourvoyeur de nourriture pour ses compagnons, avant de les redistribuer dans le Latium, mais trois protagonistes. Caton, César et Pompée. Caton incarne le sage, et Pompée, plus humain, plus hésitant, est la figure typique du proficien. Quant à César, assurément, il n'est pas l'ignorant. Mais il incarne les forces de l'obscurité, identifiées ici avec le mal. Il est bien le destructeur, haï de Lucain. Lucain est républicain, et César, fossoyeur de la République romaine, symbolise tout ce que Lucain déteste. Mais le schéma catastrophiste stoïcien est, on l'a vu, finalement providentiel. César, dans sa brutalité extrême, va donc, à terme, jouer un rôle à la fois positif et nécessaire. Il est le sacrificateur, et Pompée et Caton, immolés sur l'autel de la République, sont les sacrifiés. Mais le sacrifice peut s'accomplir. À sa manière, César joue son rôle dans le devenir de Rome, en mettant un terme au cycle républicain, devenu épuisé, il permet de passer à autre chose. Rome tuée par César peut renaître sous une autre forme. César est donc le grand dissociateur, et, étymologiquement parlant, le diable, du grec diabolé, la séparation. La catastrophe passe par la disjonction. Les mouvements dominants de la Pharsale transcrivent cette séparation des chemins. Dans l'Énéide, Énée rassemblait ce qui était épars, et tous les chemins convergeaient lentement vers un centre, le futur site de Rome. Dans la Pharsale, les lignes de force sont la séparation, et les forces centrifuges. L'Énéide commençait à l'étranger, et se terminait à Rome, dans un mouvement centripète. La Pharsale commence au centre, à Rome, et se termine à la périphérie, à l'étranger, la fuite et la poursuite, qui sont, comme d'ailleurs dans le Satyricon, l'inversion de la quête. Énée progressait, Pompée fuit devant l'avancée de César. C'est sans doute une fuite stratégique, mais c'est une fuite quand même. Revenu de Gaule, César cherche à empêcher Pompée de gagner Brinde, et de s'embarquer pour l'Épire. Faute d'y parvenir, pour une fois, sa Céléritas est prise en défaut, César repasse à Rome, où il pille l'aérarium, le trésor public, autre catastrophe, financière, celle-ci, et pour la première fois, Rome fut plus pauvre que César, et part pour Marseille et l'Espagne, en attendant l'été qui lui permettra de traverser enfin l'Adriatique. La Méditerranée est sillonnée par cette chasse, ces orbes démesurés de la fureur de César, course de carnassier frustré qui ronge son frein et se rabat sur du menu fretin, sans cesser de surveiller sa proie qui se dérobe. Au centre de ces cercles de mort qui conduisent César d'est en ouest, puis à nouveau vers l'est, Rome, terrifié, retient son souffle et attend. On le voit, Lucain a complètement inversé la situation épique traditionnelle, en même temps que la symbolique spatiale, en plaçant la Pharsale sous le signe de la séparation et de la disjonction, et non pas de la convergence et de la réconciliation, sous le signe du tourbillon centrifuge, et non pas centripète. C'est la marque de la catastrophe. Les routes, les lignes de force s'inversent, le sens se perd et se pervertit. Devant cette désagrégation, Caton, le sage stoïcien, apporte une réponse. Mais il ajoute une catastrophe à une autre. La voie stoïcienne qu'il choisit est révélatrice de l'impossibilité de ce monde à sortir de son drame. Au contraire, la solution de Caton accentue encore le mal. Faute de pouvoir se relier, il se raidit dans une attitude héroïque admirable mais stérile. Nous retrouvons bien le choix stoïcien, qui est essentiellement refus des passions, refus de se donner, refus de la compromission. Pour échapper à la catastrophe, Caton s'isole. Cela l'enferme un peu plus dans sa solitude. Derrière cette recherche de la pureté absolue, il y a peut-être, secrètement, une fascination pour la stérilité. Caton choisit la ligne droite, la marche en avant obstinée,
est symbolisée par le splendide et effrayant récit de sa traversée du désert de Libye. Faute de pouvoir négocier la catastrophe qui arrive, on se fait anéantir par elle. Dans cette crise où l'homme n'est plus en harmonie avec le monde, c'est la nouvelle forme du voyage initiatique, le voyage jusqu'au bout de soi-même, une sorte de chemin de croix, car Caton est la victime, et César est le bourreau. Assumé peut-être avec une secrète complaisance, comme la folie de la croix de Polyeucte. Ce raidissement radicalise et verticalise extraordinairement le rapport au cosmos, à l'inverse de la métisse d'Énée et d'Ulysse, qui se caractérisait par une adaptation souple au monde, et un tissage complexe. Et c'est la catastrophe finale. Elle prend, comme chez Sénèque, la forme d'une ultime conflagration, d'une subversion de tous les éléments qui s'insurgent pour engloutir le héros. Caton s'engage avec son armée dans le désert de Libye, qui inspire la terreur à tout le monde antique. Il s'y enfonce comme dans un four, destiné à le consumer et à le tremper à tout jamais. Suicide, sacrifice, baroud d'honneur. Le vent de sable se lève. Caton et son armée continuent, dans un monde stérile, mouvant, le désert devient omniprésent, il envahit tout, entoure tout d'un linceul mortel. Caton marche toujours, seulement pour se prouver qu'il peut encore avancer. Il ne va pas quelque part, il marche. Il y a sans doute une sombre satisfaction pour le philosophe stoïcien, à être seul dans cet apocalypse. C'est par cet acte presque inhumain, que Caton entend laisser une trace de son passage sur terre. C'est alors que sortent du sol des serpents, qui piquent les soldats. Les effets sont terribles. Pour certains, le poison est feu. Ils s'embrasent littéralement. D'autres se liquéfient. D'autres encore gonflent monstrueusement. Tous les éléments sont unis dans cette scène baroque, l'eau, le feu, l'air et la terre, le sable du désert, conspirent à éliminer de la terre l'armée de Caton, c'est tout le cosmos qui l'expulse dans un rejet mortifère. Dans cette scène baroque, dont il s'en faut d'ailleurs de peu qu'elle ne bascule dans le ridicule, Lucain réussit à toucher au sublime, par un imaginaire de la catastrophe véritablement cosmique et élémentaire. Il est fascinant d'observer dans cette vision, qui est à la fois celle d'un poète et celle d'un philosophe stoïcien, la contradiction entre une vision finalement optimiste du monde, la doctrine selon laquelle la catastrophe prépare la régénération, et ce secret désir de solitude et d'anéantissement absolu, par un sacrifice, un arrachement gnostique de l'être au monde, dans une disjonction insoutenable. Comme presque tous les stoïciens, Lucain pense que l'on est arrivé à la fin d'un cycle, à l'ultime catastrophe. On en voit des signes non ambigus, dans la chute de la République et les malheurs de Rome. C'est ainsi que le destin corrige un déséquilibre venant de la trop grande prospérité des Romains, victimes d'une forme d'oubli de l'être. Derrière cette idée, nous retrouvons l'ensemble de la théorie des catastrophes, des alternances président à toute création. Celle-ci ne peut s'élaborer qu'à travers une respiration cosmique, suite de mouvements homogénéisants et hétérogénéisants, constructeurs et destructeurs. L'Énéide se situait dans une phase de construction. La Pharsale coïncide avec une phase de destruction. Mais le tout s'équilibre, et Rome ne peut se créer que dans cette complémentarité des contraires. C'est bien alors une forme de dialectique, ou plutôt de système complexe, qui unit les trois personnages centraux de la Pharsale autour de cette topique de la catastrophe. De même qu'Énée était le fondateur élu par le fatum, de même César a été choisi par le destin, pour jouer le rôle de sacrificateur dans l'expiation collective des Romains. Pompée et Caton, eux, sont secrètement unis à César dans un tragique et mortel rapport de complémentarité, celui de la plaie et du couteau. Ils sont les victimes expiatoires destinées à être immolées par lui, en même temps que la République, dont ils sont le symbole. Ainsi, le sacrificateur et la victime seraient liés, à travers même la mort, dans un acte sacrificiel générateur de vie.